Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 19 décembre. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage, dans lequel je vous proposerai un reportage sur le festival de musique autochtone Passiwali qui s'est tenu le week-end dernier dans la ville de Taidong. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans l'émission RTI Explore, qui s'intéresse cette semaine à la déesse Liuding, une divinité à tête animale. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'actualité, dont voici les principaux titres. L'amendement à la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle est jugé anticonstitutionnel. L'opposition prête à initier une procédure de destitution visant le président de la République. Taïwan s'active pour se préparer au MACF de l'Union européenne. Et Acer et Asus remportent le litige sur les brevets de streaming vidéo contre Nokia au Royaume-Uni. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 19 décembre. Nous commençons avec la Cour constitutionnelle à trancher. Cet après-midi, la Cour constitutionnelle a jugé que l'amendement à la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle voté au Parlement le 20 décembre 2024 est anticonstitutionnel. Selon cet arrêt, la procédure législative pour amender la dite loi présente des vices manifestes et graves, ce qui va à l'encontre des règles de procédure législative garanties par la Constitution. La loi amendée contrevient également au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Par conséquent, elle perd son effet à compter de la date du prononcé de l'arrêt. L'arrêt rendu aujourd'hui est inédit depuis l'amendement de la dite loi, puisque conformément à cet amendement, le quorum des juges constitutionnels participant à une réunion ne doit pas être inférieur à 10 et pour prononcer une décision d'inconstitutionnalité, ce quorum doit être de 9 grands juges. Or, 7 des 15 juges ont vu leur mandat arriver à sa fin en octobre 2024. Ils n'ont jamais été remplacés puisque le Parlement a refusé à 2 reprises les séries de candidatures proposées par le président de la République. Faute d'un nombre suffisant de grands juges, la Cour constitutionnelle avait quasiment arrêté de fonctionner depuis octobre 2024. Aujourd'hui, ce sont 5 des 8 grands juges encore en fonction qui ont prononcé l'inconstitutionnalité de l'amendement à la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle proposée et votée par le Parlement. Cet arrêt prend appui sur la dite loi avant son amendement en soulignant le droit à l'autonomie procédurale de la Cour constitutionnelle. Cela signifie que la Cour peut se réunir en présence des 2/3 du nombre total des juges en fonction, en l'occurrence 6, et qu'un arrêt peut être rendu lorsque la moitié du nombre total des juges constitutionnels en fonction, en l'occurrence 5, l'approuve. À la suite de l'arrêt d'aujourd'hui, les 3 juges qui ont refusé d'étudier le dossier ont publié conjointement un avis juridique contestant cette décision. Ils ont affirmé que la Cour constitutionnelle ne s'était pas réunie légalement et n'avait donc pas la compétence judiciaire pour rendre un tel arrêt. Ils ont ainsi soulevé de sérieux doutes quant à sa légalité. Ils ont ajouté que l'arrêt signé aujourd'hui par les 5 autres grands juges ne respectait pas le quorum requis et que le dysfonctionnement de la Cour constitutionnelle était dû à l'insuffisance du juge. La solution de fond consiste ainsi, selon eux, à combler ce manque conformément à la procédure constitutionnelle. L'opposition prête à initier une procédure de destitution visant le président de la République.
suite au refus du Premier ministre Zhuo Rongtai de contresigner la loi sur la répartition des recettes et des dépenses publiques votée par le Parlement au début de la semaine, les groupes parlementaires du KMT et du TPP ont déclaré officiellement vouloir initier une procédure pour destituer le président de la République Lai Ching-te aujourd'hui. Le président du groupe parlementaire du Parti du peuple taïwanais TPP, Huang Guochang, qui initie ce projet, a détaillé les actions ultérieures à cette décision. Nous allons officiellement proposer la destitution du président Lai Ching-te. Conformément à la loi sur l'exercice du pouvoir du yuan législatif, nous lançons immédiatement une procédure d'examen par la commission plénière. Nous espérons que, lors de cet examen, le président Lai Ching-te, qui est visé par la destitution, se présentera à la réunion de la commission plénière afin d'expliquer clairement au Parlement et aux Taïwanais depuis quand la Constitution de la République de Chine lui accorde ce droit de ne pas co-signer. L'opposition majoritaire au Parlement entend organiser également des auditions sur le thème de la protection de la Constitution dans l'ensemble du pays. En fait, selon la procédure actuelle, une motion de destitution à l'encontre du président de la République requiert le soutien de la moitié des députés pour pouvoir être proposée et elle doit rassembler une majorité des 2/3 de l'hémicycle pour être adoptée. Or, sur les 113 sièges au Parlement, le KMT et le TPP détiennent 76 sièges seulement. Le parti au pouvoir estime ainsi que la déclaration de l'opposition relève d'un effet de manche politique, comme l'indique la députée du DPP Rosalia Wu Siyao. Le président Lai Ching-te a clairement rappelé à plusieurs reprises qu'il était disposé à tout moment à se rendre au Parlement dans le cadre des procédures légales et constitutionnelles pour présenter un rapport sur la situation de la nation et solliciter le soutien de l'opposition pour le budget d'achat d'armement. Par conséquent, cela signifie que si l'opposition veut inviter le président au Parlement à présenter un rapport sur la situation du pays dans un processus constitutionnel, cela est envisageable sans délai, sans avoir à se livrer à des manœuvres politiques, ni passer par une grande procédure de destitution présidentielle qui ne relève que du bluff. De son côté, le palais présidentiel a répondu que la présidence respectait toutes les procédures conformes aux mécanismes constitutionnels. Taïwan table sur 1 000 milliards de dollars taïwanais pour l'intégration de la technologie optique co-packagée et la photonique sur silicium. Le chef de l'État Lai Ching-te a pris part aujourd'hui à une table ronde sur l'écosystème de la technologie optique co-packagée CPO, intelligence artificielle de la photonique sur silicium, organisée par la Commission nationale des sciences. Cette rencontre focalisée sur la prochaine génération d'architecture de calcul d'intelligence artificielle a réuni des professionnels des secteurs de la photonique sur silicium, de l'optique co-packagée, de la fabrication des semi-conducteurs et d'encapsulage avancé. Le président taïwanais présent à l'événement a affiché ses objectifs. Nous aimerions atteindre une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars taïwanais dans les plateformes logicielles du secteur d'optique co-packagée, le CPO, et de photonique sur silicium d'ici 2040. Dans le même temps, nous souhaitons que plus d'1 million de petites et moyennes entreprises introduisent l'IA qui puisse les aider réellement à se moderniser et à se transformer. En outre, notre objectif ultime est d'établir un cercle de vie alimenté par l'IA pour introduire l'IA dans tout ce qui est imaginable, que ce soit l'alimentation, le vestimentaire, le logement et les transports, en passant par l'éducation, les loisirs ou encore la défense nationale. Pour rappel, 1 000 milliards de dollars taïwanais représentent environ 28 milliards 600 millions d'euros. Le président de la République a souligné que le gouvernement ambitionnait de former 500 000 talents en intelligence artificielle à Taïwan, toujours d'ici l'horizon 2040. Outre le système scolaire, le gouvernement encourage également activement la formation en IA au sein de la fonction publique. Afin de faciliter le développement de l'IA et la croissance du secteur, les fonctionnaires doivent jouer un rôle du premier plan dans l'élaboration des politiques et l'accompagnement des entreprises.
Taïwan s'active pour se préparer au MACF de l'Union européenne. À la suite de la décision de l'Union européenne d'étendre le champ d'application de son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières MACF, qui vise à taxer les produits importés dans l'Union européenne au même niveau que ceux des industriels européens, le ministère taïwanais de l'Environnement a indiqué aujourd'hui vouloir constituer un groupe de MACF en collaboration avec le ministère de l'économie pour assister les entreprises à se préparer à faire face à cette taxe carbone. Le ministre Peng Qiming a souligné que l'Europe n'a pas encore annoncé comment calculer le prix effectif du carbone pour les pays exportateurs. Bien que le MACF sera lancé dès l'année prochaine, les paiements effectifs ne débuteront qu'en 2027. Ainsi, selon le ministre taïwanais de l'Environnement, il reste du temps pour mener des négociations. Concernant les détails sur les réductions, le niveau de taxe ou les calculs, nous ferons tout pour parvenir à un traitement qui soit le plus favorable possible à nos industries. C'est quelque chose que nous entendons mener rapidement afin de rassurer les entreprises à se préparer, à établir le budget ou à s'activer dans la réduction du carbone émis. Nous savons l'urgence d'agir à ce sujet et souhaitons donc entamer rapidement des négociations. Le ministre de l'Environnement a indiqué que l'Union européenne est déjà informée des mesures entreprises par Taïwan. Des négociations bilatérales qui vont débuter d'ici à quelques mois devraient se conclure en juin ou juillet prochain. Acer et Asus remportent le litige sur les brevets de streaming vidéo contre Nokia. Selon l'agence de presse Reuters, la Haute Cour de Londres vient de trancher sur le litige en faveur des sociétés de technologie taïwanaises Acer et Asus et du groupe chinois Hisense face à Nokia sur une technologie de codage vidéo. Les trois sociétés ont obtenu une déclaration selon laquelle un donneur de licence disposé à la place de Nokia accepterait une licence provisoire jusqu'à ce que les conditions équitables et non discriminatoires d'une licence de brevet soient déterminées par la justice. Selon le juge James Mellor, cette licence provisoire obligerait Acer, Asus et Hisense à verser à Nokia 0,365 $ américains par appareil vendu, un montant supérieur aux 0,03 $ proposés par Acer et Asus, mais inférieur aux 0,69 USD réclamés par Nokia. Les tribunaux anglais autorisent récemment les parties à obtenir des licences de brevets temporaires en attendant le procès, comme c'était le cas du litige qui opposait Amazon à Nokia avant que les affaires ne soient finalement résolues. Taïwan procède au premier exercice à tir réel du drone d'attaque Altius 600M. Le drone d'attaque Altius 600M, acquis par Taïwan auprès des États-Unis, a procédé hier à son tout premier tir réel dans un exercice supervisé par le ministre de la Défense Wellington Koo. Au menu de la manœuvre, les militaires se sont exercés à utiliser les équipements du drone d'attaque, ont procédé aux simulations d'intervention de dépannage et testé l'intégration entre les systèmes et le commandement contrôle pour la phase de tir réel. Sur place, le ministre de la Défense a salué les efforts du centre d'entraînement des drones et des différents commandements armés, insistant sur la nécessité de poursuivre la préparation opérationnelle afin de montrer la détermination de Taïwan à défendre sa souveraineté et protéger sa population. 2 milliards de dollars taïwanais alloués au secteur de la manufacture pour la hausse du salaire. Le ministère du Travail a annoncé le 18 décembre un budget de 2 milliards de dollars taïwanais, soit environ 57 millions d'euros alloués au secteur de la manufacture pour l'assister à faire face à la hausse du salaire minimum et à la taxe douanière américaine. Huang Qi, une responsable du ministère, a expliqué la distribution de cette aide gouvernementale. Cette subvention concerne le secteur de la manufacture dont la plupart des entreprises emploient des travailleurs migrants. Afin de répondre aux besoins de ces entreprises et de les soutenir, nous proposons cette aide pour faire face à la hausse du salaire minimum dans le but de garantir la stabilité de l'emploi des salariés. Par conséquent, cette subvention n'exclut pas les travailleurs migrants.
C'était Meguang qui vous a présenté notre journal de ce vendredi 19 décembre. Merci de votre écoute et une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.